Diffuser des savoirs, développer l'esprit critique et donner des éléments pour comprendre sont les trois principes qui guident notre action. Notre fonctionnement privilégie l'accès au plus grand nombre, d'où la gratuité des manifestations et le fait de bénévolat des intervenants souvent locaux. L'absence de lieu fixe nous conduit à un certain nomadisme sur l'agglomération niortaise, même si ces derniers temps, notre nomadisme il est derrière des écrans. Depuis la pandémie, oui, nous avons entrepris de réaliser quelques conférences en visio et nous sommes, comme tout le monde, dans l'impatience de retrouver les moments où nous pourrons nous rencontrer à nouveau en présentiel. Il est toujours possible d'adhérer à l'association pour soutenir nos actions. Donc pour ça, rendez-vous sur le site de l'UPN. Ce soir, nous avons le plaisir d'être en compagnie de 4 artistes et la table ronde qu'ils vont constituer sera animée par Philippe Guillemotto, qui est le vice-président de l'Université populaire du Niortais. Et juste avant de donner la parole à Philippe, je vais vous donner quelques consignes et modalités pour la bonne tenue de cette conférence en ligne. Tout d'abord, merci à tous de couper votre micro. Quand je dis à tous, c'est sauf Philippe et les 4 intervenants. De couper votre micro, sinon on a des bruits ambiants qui viennent polluer et empêcher l'écoute des intervenants. Pour couper, il faut aller sur le petit bouton qui se trouve en bas et à gauche, un bouton de micro qui permet de faire cette extinction. Pour la vidéo, c'est un petit peu la même modalité, mais c'est un peu plus à vous de voir. Nous, on vous conseille de couper, là aussi, pas les 4 intervenants et Philippe, votre image, ce qui fait de l'économie en matière de transition écologique, c'est plutôt positif. Bien sûr, à la fin, on n'oublie pas de se remettre la vidéo pour nous saluer avant de partir. Le déroulement de la table ronde comporte 3 séquences. À l'issue de chacune d'entre elles, nous consacrerons quelques minutes pour un échange autour des questions et des réponses que vous aurez pu, au préalable proposer, exposer et écrire. Et pour ce faire, vous disposez en bas, au milieu à peu près de l'écran, d'un bouton qui s'appelle Converser. Donc n'hésitez pas, posez des questions, faites des réflexions. Ça permet à la fin de la séquence de reprendre ces questions. Et c'est moi qui aurai ce travail à faire en direction de Philippe à la fin de chaque séquence pour reprendre les questions, le cas échéant, et puis rebondir au travers des réponses. Donc, vous l'avez sans doute vu, mais j'ai lancé l'enregistrement de la vidéo. On fera un montage vraisemblablement pour pouvoir le mettre en diffusion ensuite sur le site de l'Université populaire. Voilà pour les différentes consignes que j'avais à formuler. Donc, si c'est OK pour tout le monde, je donne la parole à Philippe, qui va nous introduire le sujet, nous présenter les 4 artistes qui ont accepté notre invitation. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Christian, bonsoir aussi à tout le monde. Une dernière petite annonce avant de démarrer. La prochaine action de l'Université populaire, ce sera une conférence, toujours en visio, sur la question de l'hydrogène, dont on parle beaucoup en ce moment. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène et à quoi ça peut servir? Ce sera le 18 mai, et on a eu du nez, puisque j'ai appris aujourd'hui qu'à partir du 19 mai, vous pourrez retourner au cinéma. Mais donc le 18 mai, vous ne pourrez pas. Donc vous pourrez regarder la conférence sur l'hydrogène. Voilà, donc on est ensemble jusqu'à entre 10h et 10h30, selon la manière dont les choses vont se passer. Le 17 mars 2020, quelqu'un a parlé? Quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, visiblement. Par contre, je ne sais pas qui. Donc, le 17 mars 2020, donc c'est il y a un an, rappelez-vous, débutait le premier confinement. Et du jour au lendemain, tout fermait et le pays entrait en hibernation. Et puis, assez rapidement, est apparue une notion qu'on utilisait plutôt en philosophie, mais pas très souvent en politique ni en économie. Certains d'entre nous découvraient que ce à quoi ils consacraient une grande partie de leur vie n'était pas essentiel. Alors le mot était lâché, essentiel les supermarchés, pas essentiel les marchands de jouets. Il faudrait Moi, que je la n'ai pas mis personne qui n'a pas coupé son marqué, micro, mais je n'ai pas mis.
je ne sais pas qui, n'a pas coupé son micro et qui parle et qu'on entend. Donc, essentiel les supermarchés, pas essentiel les marchands de jouets. Essentiel le fonctionnement de la bourse, pas essentiel de voir ses parents, ses petits-enfants, ses amis. Et surprise, pas essentiel la création artistique. Alors, on l'aura compris, ce qui relève du plaisir et ce qui fait réfléchir n'est pas essentiel. Et je ne résiste pas à vous citer ce que j'avais lu dans un interview de la directrice du musée d'art contemporain de Lyon qui disait, alors elle s'appelle Isabelle Bertolotti, cette dame, et elle disait aujourd'hui c'est shopping ou shopping. Que veut-on? Uniquement des consommateurs ou des gens qui réfléchissent? On aurait aimé savoir ce qu'en auraient pensé les peintres de Lascaux, mais ils n'étaient pas disponibles ce soir. Plus près de nous, même pendant les 2 dernières guerres mondiales, la production ne s'est jamais arrêtée. Les artistes ont continué à faire rêver les populations. Et en fait, on ne peut pas vraiment dire que la création s'est arrêtée pendant cette année, que ce soit en France ou ailleurs. L'impact des confinements a été énorme, mais progressivement, on a vu apparaître des glissements et des transformations. Alors, où en sommes-nous 1 an et 3 confinements plus tard? Comment les artistes et le monde du spectacle ont-ils encaissé d'apprendre qu'ils ne faisaient plus partie de l'essentiel? Et il nous a semblé que les intéressés étaient les mieux placés pour répondre et pour nous aider à mieux comprendre comment les choses se passent. C'est en général le principe du fonctionnement d'universités populaires, apporter des témoignages et des éléments factuels concrets pour permettre à chacun de se faire sa propre idée plutôt que de délivrer un point de vue mâché d'avance, quoi. Et comme la situation n'est peut-être pas la même quand on peint, quand on danse, quand on chante, nos invités, nos 4 invités ce soir, pratiquent chacun une expression artistique prioritaire, parce que parfois ils en ont plusieurs, différentes. Ce qu'on va leur demander, c'est de nous parler de leur situation personnelle. On ne leur demande pas d'être représentatif ou de parler au nom d'une catégorie d'artistes. Mais nous espérons que les regards croisés qu'ils vont nous proposer vont nous permettre d'esquisser une vision un petit peu plus globale. Voilà. Comme le disait Christian, la table ronde ce soir va se dérouler en 3 temps. À la fin de chacun des temps, il y aura une possibilité de questions. À la fin du premier et deuxième temps, on sera plutôt à regarder les questions écrites et à la fin du troisième temps, on fera questions ouvertes en direct. Nous évoquerons d'abord avec chacun d'entre eux la question de la création proprement dite. Est-ce que dans ce domaine, il y a un avant-Covid et un pendant-Covid? Ensuite, nous nous intéresserons à la question du métier. Nos 4 invités sont tous professionnels. Alors, créer, d'accord, mais il faut aussi en vivre. Et nous évoquerons à cette occasion les actions qui sont entreprises un petit peu partout en France pour savoir quel regard ils portent sur ces actions. Et enfin, nous attendons tous l'après-Covid. Comment envisage-t-il celui-ci? Et la relation entre artistes et public peut-elle en être modifiée? Voilà, ça vous convient? On est d'accord? On part comme ça? Pas de souci. Bien. Ben, je vais commencer par vous présenter tous les 4 et puis vous compléterez si besoin, si je n'ai pas tout dit. Je vais commencer par Agnès. Agnès Pelletier, directrice de la compagnie Volubilis, chorégraphe, danseuse, niortaise, des études de professeur d'éducation physique, et puis, pendant ces études, la rencontre avec la danse, à peu près vers 20 ans, d'après ce que j'ai compris. Ensuite, des écoles à Londres, à Bordeaux, et puis ensuite un retour sur le Niortais. La compagnie Volubilis a une particularité, c'est qu'elle travaille beaucoup
elle s'inspire de la rue et du quotidien. Et évidemment, par rapport à ce qui nous intéresse ce soir et à ce que peuvent changer le Covid dans ces conditions, ce que pourra nous dire Agnès sera tout à fait pertinent. Les, les choses que je connais de Volubilis et de ce qu'a produit ou de ce que produit Agnès, d'abord j'ai vu au départ avec une structure qui s'appelait le Pardi, son espéranto gestuel et ses conférences gesticulées. Ensuite, il y a eu la création de la grande finale, et là, on était en 2013. Agnès est à Volubilis depuis 2006, hein, pour préciser. Et puis, après la grande finale, ben, je ne cite pas tous les spectacles, mais il y a eu Panique olympique en 2019-2020, elle me corrigera. Il y a eu les vitrines avant. Hein. Les vitrines, c'était quelque chose de très important. C'était des virgules dansées dans les vitrines. Et puis, se prépare le 4e festival Panique au Dancing. Est-ce que c'est plutôt bien résumé comme parcours, Agnès, ou est-ce qu'il manque des choses importantes? Moi, ça me va. Après, c'est toujours compliqué de résumer, mais ça me va. Ça me va, ça me fait aller loin avant. Mais Panique Olympique, c'est un projet qui a lieu tous les ans, en fait, hein, 2018-2024. Il y a une chorégraphie qui est écrite tous les ans et qui se danse dans la Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est du détail. Daniel Mar. Alors, Daniel Mar, comme il le disait tout à l'heure, avant que tout le monde soit arrivé, c'est le vétéran des 4 invités. Daniel est coulongeais, mais maintenant il est niortais. Et il est sculpteur d'histoire sur papier. Daniel a commencé par être photographe professionnel et réalisateur pendant près de 25 ans. Et puis progressivement, s'est fait l'évolution vers le travail du papier, en gros depuis 2008, hein, d'après ce que j'ai compris. La particularité de Daniel, c'est qu'il associe différentes techniques, la découpe, l'origami, le pop-up, et puis aussi l'écriture, puisque derrière, avec le travail que fait Daniel, il y a aussi le texte. Des expositions. Donc Daniel représente plutôt, enfin représente, le mot n'est pas juste, mais il est plutôt sur le domaine des arts plastiques, on va dire. Et plusieurs expositions. Nous avons travaillé ensemble, notamment avec le conseil de quartier de Souchet, où on avait organisé une exposition et des stages à l'espace Lambon, mais peut-être beaucoup plus important. Et l'exposition, alors il y a eu des expositions à La Rochelle, en Vendée, en Suisse, mais il y a aussi eu une très très grosse exposition à Angoulême, au musée du papier. Ah, ben c'est lui en plus. Comment? Allez. Quelqu'un a parlé. L'une des particularités du travail de Daniel, c'est qu'il y a systématiquement, il y a constamment des traits d'humour dans son travail et beaucoup de poésie. Voilà. Peut-être, Daniel, tu peux nous faire voir, parce que c'est pas très facile d'expliquer ce que tu fais, si tu as à portée de main un exemple de ton travail pour que les gens comprennent ce que ça veut dire sculpteur sur papier pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, voilà. Sculpteur sur papier, c'est travailler le papier. C'est travailler le papier, raconter des histoires, en fait. Je raconte des histoires avec du papier. J'ai toujours été animé, moi, par cette idée de pouvoir faire partager des sentiments à travers d'abord la photo, comme tu l'as dit, des audiovisuels, l'écriture, et puis maintenant le papier. Essentiellement le papier blanc. Voilà. Et je raconte les choses de la vie, en fait, avec ça. Alors, bon, les tableaux en question là, que vous voyez sont une partie de mon univers, mais je fais aussi des installations, des choses en plus grand format, voilà. Et puis un peu dans le domaine de l'édition. Voilà. Clovis Martin, alors lui, après avoir vu le vétéran, on a le plus jeune de l'équipe. Clovis Martin, lui, est musicien. Il est batteur, mais pas que. Il est musicien. Et Clovis vient d'une famille de saltimbanques. Hein, et saltimbanque, pour moi, c'est un compliment. Hein, ce n'est pas du tout un mot péjoratif. Puisque si on joue au jeu des 7 familles avec Clovis, il y a maman Cathy Martin, donc Cathy Douglas, et aussi maman Mimi Lachenille.
Et puis, il y a Papa Douglas Tintin. Et il y a aussi dans la même famille la sœur Chloé Martin qui fait des sols en scène qui ont beaucoup de succès. Clovis, lui, a une formation musicale qu'il a perfectionnée sur Bordeaux, mais il a démarré très très vite sur les planches puisque déjà étant enfant, il accompagnait papa et maman dans les spectacles des Douglas, notamment les Mimi la Chenille et les Sniff le Hérisson. Ensuite, beaucoup de spectacles pour enfants, petite enfance, alors avec les parents, mais pas que. Un spectacle pour les bébés, ça m'a beaucoup étonné, hein, pour les bébés de 0 à 3 ans. Un spectacle qui se fait dans les crèches. Un seul en scène, lui aussi, un seul en scène musical qui s'appelait Acapelle Hip Hop. Là, on est aux alentours de 2015. C'était un travail sur le rap et avec des boucles, c'était des samples et des boucles. Et puis, depuis 2018, la pièce, je pense que le mot est juste, la pièce Faut se tenir. Donc là, c'est en duo avec sa sœur Chloé. Faut se tenir, que j'avais vu moi au Moulin du Roc, où ça commence par parler de la grand-mère, si je me rappelle bien. Voilà. Et puis après, quand même, la musique, puisque c'est à ce titre-là qu'il nous intéresse particulièrement ce soir, mais pas que, avec plusieurs groupes. Un groupe, entre autres, il y a eu Songo Family, mais il y a eu Plugs dans le domaine du rock, un groupe qui était à Poitiers, où il était batteur. Et puis, le groupe actuel qui existe depuis 2018, c'est No More Winters. No More Winters, c'est un duo qui va bientôt sortir son premier album, mais ça, je pense qu'on en reparlera. Un duo au sein duquel Clovis assure la batterie et les claviers en même temps. Voilà. Est-ce que Clovis, quelque chose à ajouter? Non, c'est très, très bien, merci. C'est un très très bon résumé de la situation. Je termine avec Nicolas Bonneau. Je suis un peu long, mais quand même, on fait connaissance, quoi, hein, tranquillement, les uns avec les autres. Nicolas Bonneau, qui n'est ni le plus jeune ni le plus vieux, puisqu'il a 48 ans, c'est ça, hein, de Sévrien, comédien, conteur, auteur. Et alors, co-directeur de la compagnie La Volige depuis 2005-2006 à peu près. Avant, surtout comédien avec différentes compagnies de théâtre. Et puis, alors à Nantes, à Paris. Et puis, voyage au Québec en 2005. Voyage au Québec, non pas pour le tourisme, mais pour travailler, pour y écrire des pièces pour spectacles de marionnettes, donc au Québec. Et là, le déclic et la rencontre des conteurs canadiens, je suppose, et une carrière qui s'oriente vers le conte, avec la compagnie La Volige, dont il est co-directeur avec Fanny Chériot. Alors, la compagnie La Volige, qui est l'une des rares compagnies en France de contes à être conventionnée avec l'État, m'a dit Nicolas, parce que je répète que des choses que j'ai lues ou que j'ai vues, évidemment. Le premier spectacle, celui que j'ai connu le premier, c'était Sortie d'usine, de spectacle de contes, hein, un seul en scène en 2006. Alors ensuite, il y a eu presque une dizaine de spectacles maintenant déjà, en 15 ans. Je vais juste en citer 2 ou 3. Je vais citer Village Toxique en 2010, puisque Village Toxique s'intéressait au projet d'enfouissement de déchets nucléaires sur le site de Neuvy-Boin, qui avait fait beaucoup parler de lui dans les années 80 ou 90 peut-être plutôt. Quelques autres titres, Qui va garder les enfants, et puis un spectacle en cours de montage, pardon, qui s'appelle Monte Cristo et qui devrait sortir l'année prochaine. Alors la particularité de Nicolas Bonneau, c'est que c'est un travail qui se fait sur des bases de collectage. Donc ça, il nous en reparlera. C'est du collectage, et le travail de Nicolas, vous l'aurez compris à travers les titres que je vous ai donnés, est un travail je ne sais pas si militant est juste, mais en tout cas, c'est un travail sur la société, un travail qui a une dimension politique. Nicolas?
Tu es Oui, d'accord ou... ouais, ma foi, oui. Ah, oui, oui, tout à fait. Très bien. Bien. Pas, Eh bien, pas écoutez, de... oui, Non, non, il n'y a pas d'erreur. je pense que j'en ai terminé avec les intros. Il est 21 heures, c'est à peu près ce que j'avais prévu. On va maintenant passer dans la partie, je vais me taire un peu, quand même. Et je sais que c'est pas facile de me faire taire, mais je vais me taire à un moment. Et on va passer à la première partie de la table ronde qui aborde la question créer. Quand on a fait la communication sur cette soirée, je ne sais pas pourquoi j'ai des trucs qui arrivent là, voilà, ça y est. On avait mis en exergue de la communication une phrase de Bertrand Tavernier, c'était Dominique là, qui avait travaillé sur la préparation avec nous, qui avait trouvé cette phrase: « Mon métier consiste à inventer, faire rêver, et à partir de cela, produire quelque chose qui va changer le monde. » Alors, je ne sais pas ce que vous aurez à dire sur cette phrase par rapport à la création, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'autour de nous, le monde est en train de changer, par contre, lui. Et j'aurais aimé savoir, et donc je vais vous passer la parole les uns après les autres, dans un premier temps, et après, si vous pouvez interagir les uns sur les autres, c'est intéressant aussi. En fait, je voudrais savoir ce que vous avez fait depuis un an. Depuis un an, puisque je suppose que dans votre vie, il y a une façon de travailler et de créer avant le Covid, et puis peut-être que une façon un peu différente, notamment pour ceux qui travaillent en collectage ou dans la rue, d'une manière un peu différente. Je vais d'abord demander peut-être à Agnès d'aborder un peu cette question. Donc, voilà, la règle du jeu, c'est que vous avez 4-5 minutes pour parler de votre manière dont vous travaillez d'habitude. Et est-ce que les choses sont en train de changer? Qu'est-ce que ça a coincé? Qu'est-ce que ça a favorisé? Voilà, et là, je ferme mon micro. Alors, premier confinement, sidération, mais ça, je pense que c'est un commun. Un commun. Ouais. Mais c'est sur une période ancienne. Je parle là enfin... Attends, oui, il y a des gens, je précise, des gens ont leur micro ouvert. Pendant les interventions, on va vous demander de fermer vos micros. Alors, je vois Claude qui a son micro ouvert. Comme je ne vois pas tout le monde, Claude Siret. Je vais fermer le micro de Claude, normalement. Ah, tu peux les fermer, d'accord. Bon, ben, très bien. Alors, tu peux y aller, Agnès, excuse-moi. Oui, donc sidération, mais bon, ça a été le commun de tout le monde. Annulation, puisque nous, nos saisons, elles se préparent d'année en année. C'est-à-dire que là, en 2021, on prépare la saison. Quand on parle de saison, c'est diffusion. Donc, on prépare la saison 2022, là, en ce moment. Donc, une saison qui s'annule. Plus ou moins, ça dépend des compagnies, mais c'est vrai que nous, on est quand même plus orienté vers l'espace public. Donc, avec des saisons qui démarrent plutôt en mars et qui finissent en octobre-novembre. Donc, avec dont un spectacle qui avait des rendez-vous sur des festivals importants. Des festivals importants, pour nous, c'est des festivals où il y a des programmateurs. Donc, dans l'espace public, on a plus en référence des festivals comme Chalon dans la rue ou Aurillac ou Sotteville-les-Rouen. Donc, avec des rendez-vous qui étaient incontournables pour assurer la diffusion d'un spectacle. Donc, il y a ça tout de suite qui vient. Puis une fois que de toute façon, ça c'est fait, on n'y peut rien, eh bien, il faut passer à autre chose. Alors, passer à autre chose, moi, je ne me suis pas dit, il faut que je passe à autre chose. C'est venu comme ça. C'est venu sur un projet qu'on n'a pas pu faire, donc qui s'appelle, tu en as parlé Philippe tout à l'heure, Panique Olympique. Panique Olympique, c'est donc une écriture chorégraphique dans l'espace public qui est dédiée à des non-danseurs et qui se danse tous les ans dans entre 7 et 10 villes de Nouvelle-Aquitaine. Donc, cette chorégraphie-là, donc j'ai choisi un lieu et en fait, elle était pensée pour une façade de maison avec une porte.
une porte, et cette maison aurait eu la particularité d'avoir une entrée sur le côté ou par derrière, puisque l'idée c'était que les 100, 200, 300 danseurs puissent sortir de cette maison tel un continuum qui ne cesserait jamais, et en rentrant par derrière. Donc c'était vraiment mathématique. Donc ce projet ne pouvant pas être fait, eh bien mes partenaires, parce qu'on est plusieurs, il y a 4 scènes nationales de Nouvelle-Aquitaine, des scènes conventionnées de danse qui sont associées à ce projet-là. On a fait une visio, les visios sont devenues à la mode, et ils m'ont interrogé sur, mais est-ce que tu penses pouvoir réinventer autre chose? Et forcément, au départ, le cadre est tellement fermé qu'on a du mal à se dire qu'on peut réinventer autre chose. On a besoin d'une maison, une porte, des gens. Et quelques jours après, m'est venue l'idée de, eh bien, si on ne peut pas le faire comme façon spectacle vivant, eh bien, on peut le filmer. Et j'ai inventé Pas de porte ou sortie miraculeuse d'après-confinement. Donc le projet, c'était comment on filme des gens qui sortent de chez eux. Voilà, comment on sort de chez soi. Donc c'était la thématique que j'aurais dû avoir sur Panique Olympique. Comment on sort de chez soi après le premier confinement. Donc j'ai attendu patiemment que le premier confinement se termine, et puis je me suis associée à une vidéaste, une artiste plasticienne et vidéaste qui s'appelle Julie Chaffort, qui est une bordelaise, qui travaille beaucoup autour de la vidéo, et on a mené ce projet-là. Donc ce projet-là, en fait, a existé entre le premier confinement et le deuxième confinement. On est allé dans toutes les villes qui étaient partenaires de Panique Olympique. On a filmé 30 personnes qui sortaient de chez eux, et ça aboutit sur des petits films dont la durée était variable entre 25 et 40 minutes. Alors, je dis dans toutes les villes, mais le deuxième confinement étant arrivé, on n'a pas pu finir ce projet. Mais on a quand même fait 3 films à ce sujet-là, par exemple. Et puis après, eh bien, avec des périodes où ça semble repartir et ça se réannule de nouveau. Donc là, je suis plutôt sur la rentrée, septembre-octobre. Donc deuxième claque, deuxième confinement. Et là, pareil, je me glisse dans un cadre, dans les possibles, puisque deuxième confinement, l'annonce, c'était les compagnies ont le droit d'être en résidence, de répéter dans les théâtres, et les tournages peuvent se poursuivre. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire on a beaucoup entendu parler des séries, évidemment. Et j'ai créé une saison qui s'appelait Les Extraordinaires saison 1. Donc comme je suis associée, je ne l'ai pas fait toute seule, parce que les projets, ils ne s'inventent pas, on les a, mais sans partenaire, on ne peut pas les faire. Enfin, ça dépend desquels. Sur des projets modestes, on peut les faire tout seul, mais en tout cas, celui-là, je ne pouvais pas le faire toute seule. Et comme on est associé à la scène nationale Carré-Colonne à Saint-Médard-en-Jalles, eh bien, c'est un projet dont j'ai parlé, et on a défini les modalités qui étaient donc pendant que vous êtes confinés, pendant que vous êtes chez vous. Donc c'était le deuxième confinement. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé. On avait une restitution tous les jours. Donc on filmait, alors du lundi au vendredi, on filmait toute la journée. Enfin, pas toute la journée, parce qu'après, il fallait monter jusqu'à 14h, montage, et tous les soirs à 19h, sur Facebook Live, sur la chaîne YouTube du théâtre, eh bien, il y avait une restitution de l'épisode du jour, une dizaine de minutes. Ça tous les jours, jusqu'au vendredi. Et pourquoi Les Extraordinaires? C'est pareil, c'est un projet qui existait, qui était dédié au spectacle vivant. Les Extraordinaires, c'est ce qu'on aurait dû imaginer sur 3 ans avec la scène nationale Carré-Colonne. On aurait essayé de glisser de l'extraordinaire dans l'ordinaire de la ville de Saint-Médard-en-Jalles et dans le théâtre. Donc ça, c'était avec des installations plastiques, avec la présence des danseurs évidemment, avec des situations surréalistes sur la rumeur, des choses comme ça qui seraient apparues au lever du jour, et puis à la tombée de la nuit seraient disparues, et le lendemain matin qui auraient réapparu autre part. Donc, c'était Les Extraordinaires. Donc là, bien, on a filmé Les Extraordinaires, puis ça fait des petites, puisqu'on a fait une saison 2. Et puis après, il y a l'avant-scène de Cognac, où on devait jouer, pareil, sur Planète Danse, le festival au mois de mars, qui a dit, mais est-ce qu'on pourrait faire aussi une saison 1 des Extraordinaires? Voilà, donc, voilà ce qui m'a occupé quasi tout l'hiver. Parce qu'un tournage extraordinaire, c'est une semaine de tournage, c'est une semaine de repérage, c'est une semaine d'écriture. Est-ce que tu considères, Agnès, que, en fait, les conditions de l'année 2020 t'ont amené à faire des choses que tu n'aurais pas du tout pensé à faire, ou vers lesquelles tu ne serais pas allé autrement?
Ah ben oui, complètement. Alors après… On va pas parler de chance, mais bon… Oui, alors après, moi, je crois que plus j'ai de l'empêchement, plus je trouve. Plus on m'empêche, plus je trouve, en fait. C'est parce qu'on m'empêche de faire quelque chose, eh ben, comment je pourrais contourner? Mais ça, c'est ma nature. Genre, je contourne, genre, je détourne, comme si je m'ennuyais. Mais non, en plus, mais voilà, c'est toujours, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le quotidien, que j'aime, hein, le quotidien, c'est le mien, c'est le vôtre, c'est le nôtre, comment je m'en amuse, comment j'ai un regard croisé sur ce qui se passe habituellement, comment je le détourne. Et là, du coup, j'étais contrainte de le détourner. Alors, je ne me suis pas posé la question quand je l'ai fait. Mais c'est vrai que j'aurais probablement jamais eu l'idée de travailler avec les vidéos. Et après, mais même là, le processus inverse est en train de s'opérer, puisque les petits courts-métrages qu'on fait avec les ordinaires deviennent matière à peut-être un prochain projet de création. Donc là, tout est mêlé, tout est à l'envers, mais c'est ma manière aussi de travailler un peu de façon un peu empirique, où il y a plein de choses que je trouve, je les mets dans les tiroirs et je les ressors quelques années après. Ok. Ouais. Je continue à tourner. Alors, là, on était avec quelqu'un qui travaille sur l'espace public. Je vais changer complètement. Je vais poser la question à Daniel Mar. On peut s'attendre, peut-être, compte tenu de ce qu'il nous a expliqué de son travail, que lui, il a peut-être plus tendance à travailler seul. Alors, Daniel, qu'as-tu fait cette année? Oui, effectivement, j'ai profité du confinement, en fait, pour faire quelque chose qui me tenait à cœur depuis très, 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 très longtemps et que je n'avais pas le temps de faire par mes activités quotidiennes, quoi. Et donc, voilà. Alors, quelque chose de très, très personnel. J'ai fait un album, un livre de famille, en fait, à partir de documents, de photos, de souvenirs. Je me suis mis à raconter l'histoire de mes grands-parents, de mes parents, de ma famille actuelle et de moi-même. Voilà. J'y ai travaillé très, 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 très régulièrement à partir du deuxième jour du confinement, c'est-à-dire à peu près 5 heures par jour. J'ai fini maintenant il y a un mois et demi ce travail, mais qui m'est complètement personnel. Voilà, je montre juste ça comme ça, mais c'est un livre. Voilà, pour moi, ma famille. S'il n'y avait pas eu le confinement, sans doute que c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait et que quelque part j'aurais regretté. Donc, dans ce confinement-là, pour moi, il y a du positif. Après, j'avais une commande relativement importante, une sorte de défi pour moi de la part d'un musée, donc. Et j'avais commencé ce travail et du coup, j'ai plus envie, quoi. Ça s'est arrêté comme ça. J'ai pratiquement arrêté d'y travailler et cela, et je tiens à les remercier avec la compréhension des commanditaires, en fait, qui m'ont dit, bon, ben, ok, c'est comme ça, voilà. Et puis j'ai profité aussi de ce confinement pour ressortir du placard un vieux projet qui traînait dans les tiroirs d'un livre, d'un album jeunesse, voilà, un livre animé. Au cours de circonstances heureuses, m'a mis en relation avec une maison d'édition qui s'est montrée fort intéressée. Et donc, on a finalisé le projet et le bouquin, il est sorti au mois de novembre, hein, c'était ça, voilà, ça s'appelle Voyage d'une goutte de pluie. C'est un truc un petit peu amusant avec une bille qui traverse les pages et qui explique le cycle de l'eau, en fait. Voilà. Autrement, habituellement, je participe aux ouvertures d'ateliers d'artistes sur le New York Tech, que beaucoup d'entre vous connaissent. Et là, évidemment, c'était difficile d'organiser ces ateliers, mais il y a un d'entre nous qui a eu une idée que j'ai trouvée intéressante, qui disait, écoutez, si vous avez la possibilité de pouvoir exposer sur votre trottoir, sur un balcon dans votre jardin, moi, il se trouvait que voilà, j'ai chez moi une baie vitrée qui donne directement sur la rue. Et bien, du coup, j'en ai profité pour exposer une œuvre un petit peu conséquente. Je parle par la taille, je parle par le fond. Et donc voilà, mon confinement, ça c'était rue Ferdinand Buisson. Voilà, là où j'habite, dans mon atelier, quoi.
Si je comprends bien, Daniel, là où moi je me serais attendu à ce que tu me dises, ben moi je conçois mes découpages tout seul chez moi, tout ça, donc Oui. ça n'a rien changé à ma méthode de Mais travail. C'est oui. pas du tout ça. En fait, tu as fait des choses totalement différentes de ce que tu faisais d'habitude. Oui, mais alors, oui, effectivement, puisque j'ai fait ce break-là, donc par rapport à ma création habituelle, c'est vrai que ça a changé, mais dans mon processus créatif, parce que ben, faire le bouquin de mon livre de famille, euh, les ingrédients ont toujours été les mêmes. J'ai- les ingrédients, pour moi, c'est quoi? Mis à part, bon, le peu de matériel qu'il me faut. Ça, je mets de côté. Mais c'est le silence, c'est la quiétude, c'est avoir du temps de réflexion, du temps de rêverie, etc. Et puis me sentir bien là où je suis, là où je travaille. Et donc, euh, et donc, c'est vrai qu'en temps normal, ben, j'ai un peu une vie de confiné, quoi. Donc, ça n'a pas changé fondamentalement les choses pour moi. Voilà. Par contre, là, Pardon, oui, Daniel. là où effectivement le changement a été grand, c'est dans l'exploitation même du travail, où là, évidemment, tout est arrêté, etc. Voilà. Clovis Martin, musicien. Ben, des concerts, il n'y en a plus. Alors après, ça c'est pour le produire, mais la création, ben, tu nous dis, comment ça s'est passé cette année? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a été assez intéressant dans ce processus pour moi, j'ai été assez chanceux en fait pendant toute cette période de confinement. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début du confinement, juste avant le confinement, j'étais en répétition avec mon collègue justement de No More Winters. Et on répétait donc chez moi. J'ai une salle de répétition chez moi. Et donc, quand ils ont fait l'annonce du confinement, c'est amené cette question avec mon collègue de bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on finisse plus tôt parce que lui, il habite sur Nantes en fait, donc il est assez loin. Et il se trouve que lui, il vit dans un tout petit studio à Nantes. Et donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, si tu n'as pas envie d'être confiné à Nantes, parce que ça doit quand même pas être rigolo d'être confiné dans un appartement dans une grande ville. J'ai pensé énormément à tous ces gens qui étaient en ville et qui étaient enfermés dans des tout petits studios et dans des tout petits appartements. Et donc, ce qui aurait été le cas de mon collègue, qui est avant tout un ami aussi. Et du coup, je lui ai proposé de rester chez moi pendant le confinement, étant donné que j'avais de la place pour le loger. Et donc, on s'est retrouvés à nouveau colocataires, parce qu'on a été colocataires il y a quelques années. Donc, on s'est retrouvés pendant tout ce premier confinement, on s'est retrouvés à vivre du coup dans la même maison et donc du coup à bosser à fond sur notre projet, à bosser à fond sur notre groupe, puisque du coup on pouvait répéter tous les jours, vu qu'on était tout le temps ensemble, alors que d'habitude on se faisait juste des petites sessions de répétition. Là, on était non-stop ensemble. Donc, ça nous a permis d'avancer énormément sur No More Winters, même si, évidemment, on se doutait bien que ça allait être compliqué derrière, parce que ça annonçait un petit peu la couleur. On savait que ça allait pas être simple pour la saison suivante. Mais bon, nous, ça nous a au moins tenus et maintenus dans une dynamique créative. Voilà, de boulot, de peaufiner ce qu'on avait déjà et puis de continuer de créer. Et puis, parallèlement à ça, moi, j'ai eu de la chance aussi parce que tu as parlé tout à l'heure, Philippe, de mon solo. J'ai donc un solo de musique hip-hop où je fais tout à la voix, en beatbox et en chant. Et j'ai été contacté parce qu'il y a eu du coup des gens qui ont été très réactifs lors du premier confinement et c'est le Crous de Poitiers qui a organisé des concerts pour les étudiants qui étaient coincés dans leur chambre universitaire à Poitiers. Et du coup, ils ont organisé donc le critère qui était obligatoire, c'était que ce soit des solos, donc ce qui était mon cas. Et le concept, c'était d'aller jouer devant les immeubles des étudiants qui étaient coincés, qui étaient confinés dans leur studio et dans leurs appartements. Et donc, les gens se mettaient à leurs fenêtres et nous, on faisait de la musique en bas. Il y a eu plusieurs artistes qui sont passés, qui ont fait ça. Et puis, suite à cet événement-là, il y a un autre, la résidence Habitat Jeune Kennedy à Poitiers aussi, qui, quand elle a vu ça, s'est lancée aussi et a fait la même chose. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 concerts pendant le confinement.
Donc, moi, ça a été assez paradoxal. Pour plein de gens, il y a des choses qui se sont arrêtées. Moi, au contraire, j'ai ce solo-là qui était plutôt en stand-by vu que j'étais à fond sur No More Winters et sur d'autres créations de théâtre et de danse et de spectacle enfant. Du coup, j'avais laissé mon solo complètement de côté. Et là, on me l'a demandé. Donc, j'ai retravaillé sur mon solo. Ça m'a remis en route sur mon solo. Pour faire des concerts en fait pendant cette période confinée. Donc ça a été une expérience très très intéressante pour moi et j'ai eu de la chance du coup de pouvoir me produire alors qu'on était confiné, même si c'était un exercice très très spécial parce qu'on se retrouve à jouer pour une façade d'immeuble avec quelques gens parsemés aux fenêtres parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde. C'était un exercice très très étrange mais très intéressante. Donc voilà en gros comment ça s'est passé pour moi. Donc, premier constat, déjà sur les 3 qui viennent de répondre, c'est que ça vous a amené tous les 3 à faire des choses différentes ou vous êtes restés en phase de création, mais d'une manière différente. Nicolas Bonneau, est-ce que tu es dans le même cas? J'interagis juste, je réponds juste à ce que tu viens de dire. Pour moi, ça n'a pas été vraiment différent. C'est-à-dire que ça m'a permis de remettre mon solo en route. Mais après, ça n'a pas changé ma manière de travailler concrètement. D'accord. Voilà, je t'en prie, Nicolas, vas-y. Oui, eh ben, en fait, c'est vrai que ce que tu dis, Philippe, et ce que disait Agnès tout à l'heure, c'est que les artistes, ils se nourrissent de contraintes. Donc, c'est vrai que forcément, si on nous met dans des cases, si on nous en sert, on se sert de ces choses-là, de ces contraintes pour créer des choses différentes, forcément. Donc, je pense que pour plein d'artistes, cette période-là, elle a pu permettre de créer d'autres choses, de se révéler sur d'autres trucs, hein. Mais moi, je trouve qu'effectivement, il y a eu... je pense que après voilà, chaque cas est quand même particulier. Moi, j'ai découvert des choses sur moi, par exemple, le fait que je me suis rendu compte que j'avais pas mal de dates à cette période-là, comme d'autres. Ça m'a pas manqué de pas jouer, par exemple. Ça fait, voilà, je me disais, ne pas jouer, ça me manquerait. Il y a quelques années, j'aurais pas dit ça. Ça m'a pas du tout manqué. J'avais eu la chance de déménager pas très loin de l'océan quelques mois avant, donc du coup, j'ai pu profiter. Donc voilà, il y a des contextes particuliers, profiter de l'endroit où j'étais, profiter de la mer. Je me sentais très chanceux, presque privilégié. Tout à coup, de se retrouver avec la nature qui s'ouvre, avec le silence, avec les animaux. Euh, C'était assez incroyable finalement, surtout le premier confinement, je trouve. J'ai commencé à essayer de vouloir écrire des trucs au début, puis j'ai vite arrêté en fait, j'avais envie de rien faire. Et c'était assez bien, voilà, de ce rien faire là, de couper. Et puis, le deuxième confinement, il est assez différent parce que c'est un semi-confinement qui ne dit pas vraiment son nom. Donc, alors oui, il y a l'angoisse des compagnies, l'angoisse des reports, l'angoisse des dates annulées, évidemment, hein. Il y a ça. Mais une fois cette angoisse-là un petit peu enlevée, quand on a la chance d'avoir quand même une compagnie un peu structurée, ce qui fait qu'on est un peu sécurisé. Puis en France, on a quand même cette sécurité-là, malgré tout, de l'intermittence, qui fait qu'elle n'est pas parfaite et qu'il faut se battre pour la protéger et qu'il faut se battre pour notre régime social globalement. Mais quand même, en tant qu'artiste, on se sent pas seul, pas dans le libéralisme, hein, parce qu'on parle beaucoup de l'Espagne et des artistes qui continuent de jouer, de travailler, mais c'est aussi parce qu'ils n'ont aucune sécurité de l'emploi, donc ils sont obligés de continuer de travailler. Et le deuxième confinement était plus anxiogène, j'ai trouvé, parce que il fallait quand même continuer de bosser tout en étant un peu arrêté, et ça, j'ai trouvé ça beaucoup plus angoissant. Voilà, tu parlais du mot d'essentiel au début. Je me sentais pas du tout essentiel. Je me sentais vraiment précieusement dans le temps dans lequel j'étais. Je me suis dit qu'il fallait que je profite de ce temps-là. Et après, ben, sur les contraintes, oui, il y a un marionnettiste qui nous a appelés pour faire des choses très simples au moment des réouvertures de l'espace public sur l'été, voilà, avec Fanny et avec ce marionnettiste-là, Philippe Saumon. On a recréé un petit spectacle très léger qui s'appelait Histoire en liberté, où on racontait des histoires avec de la musique et une marionnette. Dans l'espace public, du coup, c'est vrai que je me disais même, tiens, moi d'habitude, je ne jamais dans la rue, et là, je me retrouve à y jouer à la place même des copains qui, eux, ne peuvent pas y aller. C'était presque un peu culpabilisant, mais j'ai renoué avec une chose un petit peu simple, qui est juste le fait de raconter des histoires simples dans l'esprit du conteur et d'éveillé. Ça, c'était bien. Et nous, on a eu la chance aussi avec la Volige que le festival Traverse qu'on organise dans le Haut-Val de Sèvres
donc sur la communauté de communes autour de Saint-Mexan, Azil-Brûlé-la-Crèche. On est passé entre les gouttes et donc on a pu le faire quand même avec les contraintes sanitaires, mais en aménageant vraiment le site, les différents lieux. Donc j'ai quand même eu l'impression de continuer à travailler autrement, différemment, mais de profiter du temps plus que je ne l'avais fait et de me dire, bon, finalement, peut-être que j'ai envie aussi de faire autre chose, pas que artiste. C'est ça que ça m'a donné envie. Je m'étais inscrit sur une liste politique, donc j'ai fait de la politique, j'ai fait du jardinage, voilà. J'ai eu l'impression pendant cette pandémie-là de faire plus partie de ma communauté que je ne faisais habituellement parce que j'étais moins parti, que j'étais plus présent, paradoxalement, que d'habitude. Voilà. J'étais plus dans le lieu que dans le lieu dans lequel j'habitais. Donc là aussi, la vie a changé. C'est pas forcément sur une création différente, puisque là, c'est assez, enfin, c'est pas le même cas de figure que les autres. Et là, je suppose que l'aspect collectage qui fait partie intégrante de ta manière de travailler, c'est totalement arrêté. Oui, il s'est arrêté. Après, voilà, j'ai eu la chance que le spectacle que j'avais créé juste avant, une semaine avant le premier confinement, qui s'appelait Mes ancêtres les Gaulois, donc, qui était un travail de collectage que j'ai fait avec Nicolas Margeau autour de ma famille et de l'histoire de France. Je l'ai créé juste avant, donc quand même il a existé, une semaine. Ce spectacle a joué 4-5 fois du côté de Ruffec, de Rouillac et de La Rochefoucauld, qui sont des lieux en grande difficulté en ce moment d'ailleurs. J'espère qu'il y aura des solutions qui se trouveront. Donc quand même, il a eu la chance de jouer. Et puis le deuxième confinement, on pouvait jouer dans les lycées. Et il se trouve que ce spectacle-là était propice. On n'a pas toujours un spectacle sous la main pour jouer dans des lycées, dans des collèges. Donc je l'avais. Donc je sais pas, j'ai l'impression d'être passé entre les gouttes. C'est pas le cas de tous les copains, de tous les collègues. Il y en a d'autres pour qui ça peut être plus difficile, mais je crois que le fait d'être en compagnie, le fait d'être, tu disais, effectivement, c'est une co-direction artistique. Nous, on a fait un D là pendant le confinement, donc un diagnostic de compétences au sein de la compagnie. On l'a fait à distance et un peu en vrai. On a embauché des gens. On en a profité un petit peu pour s'apaiser, prendre le temps de se restructurer et d'essayer de savoir comment on fonctionnait, de se poser cette question de qu'est-ce qui fait compagnie finalement, parce que nous, on est assez dispersés dans la compagnie. On va de Bordeaux jusqu'à Saint-Brieuc. Donc on a fait comme là des visios notamment pour travailler autrement ensemble. Donc je retire avec toute voilà, je ne vais pas du tout paraître. C'est pas un cas général, mais je retire plutôt des points assez positifs. Ah, il y a Diego Moron qui essaie de parler. Et je retire des points assez positifs de tout ça malgré tout. Tout en sachant qu'évidemment, il y a plein de situations différentes et qu'il y a plein de gens aussi qui sont en souffrance. Mais voilà, par exemple, tu vois, sur ce truc d'essentiel, j'ai eu un peu de mal des fois à voir des artistes, souvent des artistes connus ou reconnus en tout cas, en tout cas qui ont une notoriété pour passer dans des médias. Voilà, parler du fait que la scène nous manque, on est essentiel. J'étais un peu gêné avec ça. Voilà, alors ce mot d'essentiel est extrêmement maladroit, hein, était extrêmement inapproprié globalement, parce que qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, voilà, c'était violent. Donc très violent, c'est très manichéen. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne l'est pas ou que d'autres le sont, mais en tout cas, je ne sais pas. Ça m'a donné envie un petit peu d'humilité, cette période. Voilà. On arrive au bout de la première partie de cette table ronde. Normalement, on devrait prendre les questions qui ont été posées pendant... Là, il y a eu des appréciations, des commentaires, mais il n'y a pas eu de questions. Par contre, est-ce que, donc Christian, à moins que tu en aies eu recueilli par ailleurs, mais moi, ce que je vois pas de questions. Non, pas de questions. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ce que l'un d'entre vous a dit, soit de poser une question à l'un d'entre vous, soit de réagir, avant que nous passions à la deuxième thématique de la table ronde? Je voudrais dire que je rejoins un petit peu Nicolas là, par rapport à ce temps suspendu en fait, qui fait du bien, Voilà, je suis assez d'accord avec Nicolas par rapport à ça. Bon, aussi, on peut peut-être aussi préciser que le fait que tous les quatre, soit on gère des compagnies, on est acteur de projet,
Et moi, je pense aux interprètes avec qui je travaille, et c'est une autre histoire. Que l'interprète, il y a une vraie dépendance. Enfin, ils ont beau avoir un talent, du génie, etc. C'est quand même des interprètes qui sont au service d'un projet et que tout seuls n'arrivent pas à monter de projet ou n'ont pas le désir de monter de projet. Et que là, c'est beaucoup moins simple que pour nous, quand même. Tout à fait. Alors après, moi, je sais que la danse, en plus, on sait que c'est une technique qu'on ne pratique pas tous les dimanches, hein, une fois par mois. C'est un entraînement quotidien, c'est un lien quotidien avec le corps, c'est une pratique collective et que voilà, et que c'est compliqué. Et c'est compliqué beaucoup pour la reprise des danseurs en ce moment, où les blessures sont au rendez-vous, parce que forcément, quand on s'arrête sur une longue période, la machine est moins huilée qu'avant, il y a quelque chose comme ça qui est plus compliqué. Des lieux, des théâtres qui sont conventionnés, des festivals qui sont conventionnés, et puis par notre discipline, mais je sais qu'il y a les musiciens, des dates annulées, n'ont pas eu le coût plateau payé. Il y a plein de festivals où l'économie est basée sur la recette, sur les entrées. Et effectivement, nous aussi, on a eu la chance, la plupart de nos annulations, on a eu le coût plateau. Ce qu'on appelle le coût plateau, c'est la masse salariale. C'est-à-dire que ça paie les salaires des artistes. Alors, ça ne paie pas le salaire de toute l'équipe qu'il y a autour, hein, du chargé de diffusion, du chargé de production. Mais déjà, le salaire des artistes est payé. Donc, ça pour dire qu'il y a aussi tous ceux qui étaient sur le point de déposer leur première demande, parce qu'il y a toujours des nouveaux entrants, et bien sûr que c'est super et c'est tant mieux. Il y a toujours des nouveaux intermittents, des nouveaux artistes qui arrivent sur le champ du travail, et qui, eux, ont fait leurs heures, avaient fait leurs heures et n'ont jamais pu déposer leur dossier. Et qui, au jour d'aujourd'hui, n'ont même pas le RSA, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien du tout. Donc, c'est aussi les revendications. Le cas de Clovis, qui lui est musicien, alors il est plus jeune, mais il a quand même quelques années derrière lui. C'est ça, dans ce qu'était en train de dire Agnès, moi j'ai la chance, ça fait plusieurs années que je suis intermittent aussi. Donc j'étais déjà inscrit dans cette dynamique-là, et donc ça m'a permis, comme ce que mes collègues viennent de dire, d'avoir droit à cette année blanche, et donc d'avoir toujours des revenus journaliers qui permettent de continuer à vivre décemment. Et donc ça, c'est une énorme chance. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plein de gens qui se battent là à l'heure actuelle pour défendre ça. Et c'est important de préciser en effet que ça s'étend, et c'est ce qui est vraiment chouette, parce qu'on essaie souvent, le mouvement est résumé à juste la réouverture des théâtres et la réouverture des lieux et de pouvoir continuer à travailler. Mais en fait, le mouvement, il s'étend vraiment, parce que là, avec cette réforme de l'assurance chômage, c'est que ça va encore pénaliser tous les plus précaires. Donc tous ceux qui vont se retrouver au chômage vont se retrouver avec un chômage en moyenne, ça passe de 800 à 600 euros pour les gens qui allaient toucher du chômage. Donc, ça veut dire que c'est les gens qui sont déjà dans des situations compliquées et qui ont déjà très peu d'argent qui vont être encore plus pénalisés, alors qu'on sait que là-haut, il y en a qui se gavent avec de l'argent, et il y en a. Donc, c'est ça qui est vraiment défendu là en ce moment dans les théâtres qui sont occupés, et qui est vraiment important d'entendre. C'est devenu beaucoup plus large que juste défendre nos métiers de musiciens. C'est vraiment en train de s'élargir, et c'est important. Ouais. Pour qu'on comprenne bien l'année blanche, là, donc c'est être indemnisé même si on n'a pas ces 43 cachets pour les artistes. Ça court jusqu'à quand? Parce que comme il est demandé, la prolongation de l'année blanche aujourd'hui, l'assurance va jusqu'où? C'est jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août, d'accord. Au mois d'août. Jusqu'au 31 août prochain, oui. 21. Ouais, donc là, il y a eu comme une parenthèse. Ok. Et là, ce qu'on demande, c'est que cette année blanche soit reconduite, mais pas reconduite que de 6 mois. Je ne vois pas comment parce que nous, on a eu la chance de travailler, mais certains, surtout les techniciens, là vraiment, pour eux, tout s'est arrêté. Enfin, surtout ceux qui sont liés sur des grosses productions
qui bossent dans les zéniths, je ne sais pas comment, enfin en tout cas, et qui eux, moi pour en connaître certains, n'ont pas fait une seule heure depuis le premier confinement, et qui même si au mois d'août on leur dit vous allez avoir 6 mois de plus, mais ça ne va rien résoudre, en 6 mois ils n'arriveront jamais à faire leurs 507 heures. Ouais. Donc là l'idée c'est un an. C'est un an, mais là, on n'a toujours pas la réponse. C'est-à-dire que là, on va être à un moment, parce que déjà, c'est compliqué en tant que collègue, là, en soi, enfin, moi, je l'ai vécu, de continuer à travailler pendant qu'il y en a qui ne travaillent pas et qui occupent. Il y a presque un espèce de sentiment de culpabilité. Maintenant, je ne peux pas occuper, je travaille. Je ne devrais pas l'avoir, ce sentiment de culpabilité. En même temps, je ne peux pas le nier. C'est compliqué. Il y a ceux qui continuent à bosser, il y a ceux qui ne bossent plus du tout. Donc forcément, là, on est déjà sur des différences. Et là, Et bientôt, on va se... Ouais. Et j'ose espérer que la réponse va arriver parce que les théâtres vont réouvrir, donc forcément la programmation va repartir, mais les théâtres seront encore occupés. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on va se retrouver avec des collègues qui vont bloquer les réouvertures de ce pourquoi on se battait, c'est-à-dire la réouverture des lieux. C'est vrai que ça va devenir compliqué. Et là, mais en même temps, est-ce qu'il ne faut pas aller jusque-là? Parce que pour l'instant, occuper des lieux où en fait on vous a ouvert les portes tout de suite. C'est-à-dire, au Moulin du Roc, les portes, elles se sont ouvertes dans tous les théâtres qui ont voulu être occupés, enfin, qui ont été occupés. Enfin, voilà, c'est une ouverture. Parce que les intérêts étaient concordants. Comment? Je dis parce que les intérêts étaient concordants. Et bien sûr. Donc, ça s'embête qui d'occuper en ce moment les théâtres? Voilà. D'ailleurs, les médias en parlent très peu, je crois. C'est pas très relayé, il y a très peu de réponses du ministère. Voilà, ça reste. Il n'y a toujours pas de réponse, donc il ne faudrait pas qu'on aille jusque-là, parce que là, vraiment, ça va créer des différences, et là, il va y avoir on va creuser le fossé entre ceux qui bossent et qui. Déjà, il y a des rumeurs sur des choses. Je vois des financements qui auraient été débloqués par l'État, qui auraient été donnés aux théâtres, mais les théâtres ne les auraient pas donnés aux compagnies, mais c'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Et déjà, il y a ça. Il y a des rumeurs qui partent de partout sur des financements. En ce moment, là, l'État, ils sont en train, dont la DRAC, ils sont en train là en tout cas sur le champ chorégraphique, je ne sais pas si ça s'applique au champ du théâtre, et en tout cas sur le champ chorégraphique, ils donnent un sérieux coup de pouce aux compagnies de Nouvelle-Aquitaine, par exemple, sur des aides exceptionnelles pour faire repartir les productions chorégraphiques, faire repartir les compagnies. Voilà. On sait déjà que le champ chorégraphique a des difficultés pour tourner, à la diffusion, à la production, et bon, voilà, il y a quand même des dispositifs qui sont mis en place. Bon, on va demander, alors voilà, j'ai demandé aux 3 intermittents parce que je pensais qu'il y avait une cohérence peut-être à vous poser la question en premier. Daniel, qui n'est pas intermittent et dont les ressources sont théoriquement la vente de ses productions, je suppose habituellement, comment on vit quand on ne peut plus faire d'expo et qu'on ne peut plus vendre ses productions? Alors bon, alors je vois que les problèmes là sont très très complexes là, par rapport à tout ce que j'entends. Et moi, voilà, je m'estime chanceux en quelque sorte. Pourquoi je suis chanceux? Parce que je suis vieux. Alors ça, c'est déjà bien. Et comme je suis vieux, eh bien, je profite d'une retraite d'auteur photographe. D'accord. C'est pas terrible, mais ça fait quand même un minimum. Et puis à cela, s'ajoute la perception de quelques droits d'auteur sur des travaux plus anciens, des livres, etc. Et puis aussi, j'ai une boutique en ligne, et donc, eh bien, je vends un petit peu, c'est pas terrible, mais mon travail actuel, quoi, à travers cette boutique. Donc, globalement, bon, voilà, j'arrive à me faire à peu près, je sais, globalement 1 500 €, quoi. Donc, avec 1 500 €, on peut vivre. Alors, évidemment, il ne faut pas avoir de grandes exigences, mais voilà. Donc, je m'estime tout à fait heureux par rapport à ça, quoi. Alors, c'est vrai que s'il y avait des expositions, s'il y avait des festivals, etc., bon, eh bien, je gagnerais 400-500 € de plus par mois, et qui pour moi sont importants parce que j'ai un fils qui fait des études, etc. Et donc, voilà, tout ça, c'est un coût.
Mais bon, globalement, voilà, je crois que j'ai de la chance. Alors, tous les artistes plasticiens, sans doute, n'ont pas forcément cette chance-là. Voilà. Mais, euh, mais ce qui m'étonne par rapport à ce qu'Agnès disait tout à l'heure, mais les artistes plasticiens n'avaient pas de statut. Mais si, on a un statut, bien sûr. On a un statut. À partir Non, du mais moment- d'accord, mais quand vous ne travaillez pas, vous n'avez rien. Ah, ben ça, c'est certain. Ah, mais c'est ça. Non, pas de statut comme Ah nous, oui, on a le statut. Évidemment que vous avez un statut, il n'y a pas de problème. oui, 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 oui. Ah oui, bah bien sûr, bah quand on travaille pas, oui, mais ça, c'est certain. Alors, on pouvait bénéficier pareil hein, de la prime. Moi, pas parce que cumulant retraite plus, c'était pas possible pour moi, et ce qui me semble logique d'ailleurs. Hein. Mais voilà. Et combien de temps ça se maintiendra, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Plusieurs questions sont arrivées. Je vais peut-être proposer à Christian de nous relayer les questions qui sont arrivées. Il y a aussi, juste pour votre information, toujours des tas de gens qui veulent rentrer. Donc j'ai décidé tout seul d'interdire à quiconque de rentrer. Est-ce qu'il y avait dans ces gens des gens qui étaient déjà à la première partie de la soirée Je ne sais pas retenir les noms comme ça, c'est des prénoms, voilà, je suis désolé pour eux ou elles, mais sinon je pense qu'on prendrait trop de risques. Oui, parce que là on est à 25 et donc oui, il y en a, on était plus nombreux quand même. Il y en a qui ont dû réessayer et qui n'ont pas pu se reconnecter, quoi. Il y a une première question qui est arrivée il y a quelque temps là sur les artistes qui travaillent avec les associations. La question c'est est-ce que ces associations ont continué de rétribuer les artistes? Et sachant la question précise, pour certaines, le nombre d'adhérents a fortement diminué et donc une interrogation sur est-ce qu'elles auront demain les moyens de continuer à les rétribuer. Donc ça peut être momentané mais aussi à venir, quoi. On en a parlé tout à l'heure, effectivement, il y a des différences entre un lieu culturel subventionné qui a des ressources qui tombent, même s'il n'y a pas forcément de rentrée, puis des associations qui sont plus fragiles. Et là, forcément, ou des festivals, là, forcément, tout le monde n'est pas au même niveau de ce degré-là. Donc oui, non, effectivement, il y a certains lieux qui continuent de rétribuer, puis d'autres, comme les assos, non. Et pour qui ça va être compliqué, oui. Oui. Les plus mauvais élèves, quand même, avec les annulations, c'est les communautés d'agglos qui n'ont pas joué le jeu de. Je ne sais pas si, non, Nico Ouais. et. Non. Oui, il y a des mairies qui tout à coup se disent, bah, vu qu'ils n'ont pas travaillé, on ne va pas leur donner. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Contribuer au coût plateau et au coût de session. Oui, il y a des endroits, oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, Il y a des ouais. lieux comme ça qui tout à coup sont pas dans. Après, c'est vrai qu'on a eu des élections municipales il n'y a pas très longtemps, donc on se retrouve aussi parfois avec des nouveaux élus qui ne connaissent pas forcément bien comment ça fonctionne, qui ont l'impression que ça coûte de l'argent, ce qui est vrai, mais que ça ne leur apporte pas, ce qui est vrai aussi. Et donc, du coup, qui sont un petit peu dans des calculs, quoi. Et en Donc, plus, on leur a dit que ce n'était pas essentiel, donc il faut qu'ils mettent. voilà. Et je dois dire que c'est vrai, c'est ce que disait Agnès tout à l'heure, la DRAC, nous en théâtre aussi, sont quand même, voilà, ils sont en vrai assez présents et assez bienveillants avec les équipes. Alors peut-être plus avec celles qu'ils accompagnent déjà que celles qu'ils n'accompagnent pas, mais je sens qu'il y a un travail aussi pédagogique qui est fait et aussi une attention à ce que quand même le paysage artistique, culturel qu'on a en France, qui est assez riche hein, et assez divers, soit pas saccagé, quoi. Alors c'est vrai que oui, on a envie de plus, on a envie de mieux, mais et on a envie de réponse et on a envie de concret. Et puis on n'est pas très, voilà, Roselyne Bachot, on ne va pas dire que ce soit quand même la panacée en termes de vision culturelle et de proposition, hein, voilà, il y a une déconnexion. Mais on sent que les techniciens de DRAC qui sont dans les régions, dans les départements, eux sont quand même au fait de ce qui se passe, quoi. Et du coup, pour revenir à la question qui a été posée, parce que moi, je sais que de par mon parcours, je suis plutôt un interprète qui bosse avec différentes compagnies et donc j'ai différentes structures. Donc j'ai des organismes qui sont vraiment structurés comme la Dame de Compagnie, la Compagnie de ma sœur, où là, du coup, on a bénéficié des mêmes aides dont vous avez parlé, à savoir le chômage partiel et voilà, où ça a été vraiment soutenu. Et après, à côté de ça, par exemple, avec mon groupe No More Winters, où on est tout en autoproduction, où il y a juste une petite asso pour gérer un petit peu les aspects financiers, mais il y a zéro subvention, il y a
Il y a pareil, je bosse avec une compagnie qui s'appelle Confiture Mitaine où on fait du spectacle pour enfants. Où ça c'est pareil, c'est un spectacle qui a été créé avec zéro subvention. On a créé vraiment avec l'envie de faire un spectacle et en construisant tout de A à Z avec zéro moyen. Et les seuls revenus qui rentrent, c'est quand on joue et quand on tourne ce spectacle-là. Et donc, c'est vrai que d'un coup, toutes ces dates-là, moi, je sais qu'avec mon groupe de musique, avec les spectacles, donc tout s'est arrêté. Et ensuite, il y a des programmations qui ont pu un peu rejouer l'été. Et c'est vrai qu'au niveau des aides, les petites assos et nous, avec l'asso de musique, par exemple, c'est clair qu'on a zéro trésorerie. Donc, on continue parce qu'on a la motivation et la niaque parce qu'on a envie de faire ça. Mais après, pour des assos qui organisent des petits événements et qui n'ont pas forcément de subventions et d'aide et qui organisent des petits événements et qui fonctionnent juste avec la recette de leur événement pour retomber à zéro et refaire un événement culturel l'année d'après, c'est clair que pour ces petits organismes-là, c'est mort pour l'instant. Et même une reprise avec les conditions sanitaires qu'on va nous demander et qui sont normales aussi à respecter, hein, les distanciations, etc., et les jauges diminuées. Mais c'est clair qu'il y a plein de petits organismes qui ne pourront pas, parce que tout simplement, ils ne pourront pas faire de bénéfices. Donc, ça va forcément en détruire certains au passage, évidemment. Une autre question qui a été posée. Oui. Il y a même une remarque assez drôle, excuse-moi, oui. Christian. Mais je vais l'évoquer parce que ça fait allusion à quelqu'un qui parlait tout à l'heure de Roselyne Bachelot. Et donc, l'explication qui est donnée, c'est que c'est une pharmacienne qui court le cachet. Voilà. Bon. Voilà. Ça passe mieux à l'écrit qu'à l'oral. Oui, c'est ça. La question qui était posée, elle est plus sur le mécanisme de création, je pense. C'est Aïcha qu'on a entendu tout à l'heure et qui demande quelles sont les éventuelles ressources littéraires que vous avez mobilisées, j'imagine, pendant cette période. Les éventuelles ressources littéraires. Alors Aïcha, elle peut peut-être nous expliquer, parce que moi non plus, je ne comprends pas très bien la question. Oui, Philippe, vous avez mentionné les ressources sous un plan financier et oui. moi, je prends les ressources aussi d'un point de vue soit littéraire ou audiovisuel qui ont nourri voilà, votre quotidien pendant ces 2 périodes de confinement successives. D'accord, merci. Là, je ne sais pas dans quel ordre. Le premier de vous 4 qui a envie. Savoir si en fait, si on a lu, il y a est-ce qu'il y a des choses qui nous ont nourris pendant cette période, quoi, Bon, Netflix, évidemment, c'est pas des... Non, mais est-ce qu'il y a des ressources littéraires qui nous ont mobilisé des choses je sais pas, on pourrait parler. Moi, là, par exemple, autant les réseaux sociaux, Facebook et tout ça, des fois, c'est quand même anxiogène. Et puis, il y a des moments, quand même, on trouve aussi des gens qui partagent des réflexions. Hier j'ai lu quelqu'un qui a repartagé, j'ai là sous la main un texte de Franck Lepage autour du ministère de la Culture. Donc, Franck Lepage, qui est quelqu'un qui a inventé les conférences gesticulées autour de l'éducation populaire. Et donc, il a publié un texte sur l'histoire de l'utopie de la culture, qui est assez intéressante, voilà, qui nous remet le mot culture dans ce qu'il est depuis les années 60, en fait. Voilà. Donc, je trouve ça, ces échanges-là, par exemple, moi, m'intéressent dans le fait de nourrir politiquement un petit peu pourquoi on fait ce métier et comment on s'inscrit dans quelle tradition, on va dire, politique, voilà, telle qu'on l'a fait en France par rapport à d'autres pays. Franck Lepage, qui est venu plusieurs fois dans la région il y a une dizaine d'années à peu près, avec un seul en scène qui s'appelait « Pour en finir avec la culture », je crois. Voilà, c'est ça. Excellent, qui pousse à réfléchir beaucoup, en effet. Moi, je me suis repenchée sur Bachelard. Pas mal. J'ai revu les bouquins d'anatomie aussi. Et ça m'a fait du bien de refaire de l'anatomie, savoir le trajet terminaison d'un muscle et d'un tendon pour vous dire où j'en étais. Et j'ai enfin pu, si c'est vrai, je lisais Télérama de A à Z. Alors qu'avec l'activité, on picore un article. Mais j'avais non,
Ouais, je vais vous proposer de passer à la dernière partie, au troisième et dernier volet de cette table ronde, qui est le « et après ». Et après, bon, là, on commence à entendre parler de réouverture échelonnée jusqu'à l'été, là, sur les mois de mai et mois de juin. D'abord, je vais vous demander quelle est votre actualité. Certains en ont un peu parlé au mois tout à l'heure, mais peut-être nous dire un petit peu quelle est votre actualité pour les 2-3 mois à venir, ou même un peu plus, tout dépend de ce qu'elle est. Et puis, de savoir si pour vous, travailler demain, créer demain, c'est… est-ce que vous pensez que de nouveaux partenariats avec de nouvelles structures, associations ou autres pourraient se faire jour? Est-ce que les questions de solidarité, de politique, de je ne sais pas, est-ce que vous envisagez de continuer de la même manière ou est-ce que ça va laisser des traces qui vous amèneront à avoir envie de travailler différemment? Voilà. Mais vous pouvez commencer par votre actualité, c'est peut-être plus facile. Alors, ben, je vais demander à Clovis de commencer cette fois-ci. Tiens. Yes. Eh bien, donc moi, pour être sur l'actualité, la grosse actualité, c'est donc l'album de No More Winters qui va sortir, parce que du coup, après ce premier confinement où on a beaucoup travaillé à la maison, on a vu ce qui allait se passer un peu pendant 1 an et quelques, et on était déjà en train de commencer à réfléchir à enregistrer un album. On s'est dit, c'est la bonne période pour faire ça. Donc nous, ça nous a permis de continuer de travailler, donc pareil, en autoproduction, en financement participatif, donc avec des gens qui ont contribué, qui ont soutenu le projet à distance, qui nous ont permis d'avoir un minimum de budget pour faire un vrai album et pas juste une maquette faite à la maison. Et donc là, on a un album qui va arriver au courant du mois prochain. Là, on est en train de finaliser le mastering et les derniers graphismes, et tout ça va partir au pressage. Donc d'ici 1 mois, l'album devrait arriver. Voilà, donc qui se vend à la fin des spectacles ou avec un circuit de distribution? Alors, il sera disponible sur toutes les plateformes, oui, d'accord. sur toutes les plateformes, et on l'a aussi en matériel. Donc, ce sera en effet à la fin des concerts ou sur le site internet, on peut le commander aussi et nous on l'envoie. Voilà. Et donc la visibilité sur l'avenir, c'est nous avec ce groupe-là, par exemple, l'été dernier, tout ce qui était prévu a été annulé, mais vu qu'on est sur une petite formation, on est un groupe où on n'est que 2. Là, on a eu la chance d'avoir des petits événements qui se sont faits, des événements qui se font à la dernière minute, qui ne sont pas des festivals ou des choses comme ça qui s'organisent 1 an à l'avance, mais qui peuvent se mettre en place quelques semaines à l'avance. Et donc, on a pu jouer, on a pu quand même jouer quelques dates. Et des choses comme le spectacle avec ta sœur Chloé, c'est peut-être un peu plus lourd à redémarrer ça en termes d'organisation. Et ben là, en termes d'organisation, on tombe dans ce dont Agnès parlait tout à l'heure et qui a dû être le cas aussi pour Nicolas, c'est-à-dire que c'est toutes les annulations, les reports, les reports de reports. Et là, on a même une date où on est déjà au troisième report. Et donc, le problème, c'est que c'est des dates qui sont en suspens. Donc, nous, sur lesquelles on compte pour justement avoir un peu de diffusion et puis de trésorerie aussi qui rentre. Et sauf que il y a certains organismes qui commencent à dire au bout du 3e report, si on n'arrive toujours pas, on annule parce qu'il y a des nouveaux spectacles qui arrivent et on veut aussi faire des nouvelles prog. Et donc là, c'est là où nous, on peut avoir une inquiétude. C'est-à-dire que c'est des dates qui étaient prévues, qui ont été reportées 1 fois, 2 fois, 3 fois et qui finalement vont peut-être pas être faites. Et c'est des endroits dans lesquels on aurait pu jouer et finalement, on va peut-être pas jouer du tout parce que le programmateur passe à autre chose, quoi. Et nous, c'est plus dans ce sens-là où on a une inquiétude maintenant. Et puis, évidemment, vu que la question est un peu dans le processus de création future, il y a aussi ces questions-là dans les spectacles qu'on est en train de créer, de se dire, est-ce qu'il faut qu'on prenne en compte dans le spectacle qu'on est en train de créer? Est-ce qu'on se dit, on fait un spectacle comme on voudrait le faire? Ou est-ce qu'on se pose les questions tout de suite de ces mesures sanitaires-là et d'essayer de prendre ça en compte, d'éviter d'être trop dans le contact proche du public et ce genre de choses-là? Je sais qu'il y a plein de spectacles qui sont en interaction avec le public, avec des gens qui vont dans le public, etc. C'est des choses qui sont évidemment remises en question
là tout de suite, parce qu'on sait que ça va durer un petit peu quand même et que c'est Donc, pas. ça peut éventuellement jouer sur les contenus. Je pense, oui. Daniel, Oui, actualité. mon actualité à moi, l'actualité la plus immédiate, là, c'est de terminer un album jeunesse, là, sur lequel j'ai commencé à travailler depuis janvier à peu près. Et bon, il doit être terminé dans les 15 jours pour sortir théoriquement en novembre. Après, je vais sans doute investir. Alors, il y a encore un petit point d'interrogation, mais à partir du 20-22 mai, là, un lieu en centre-ville sur Niort avec un copain qui est sculpteur et peintre sur un mois. Voilà, on va essayer de montrer des choses. Et puis, j'ai une installation aussi à mettre en place au festival Nouvelle Métamorphose à l'Orangerie de la Motte Saint-Héret. Ça, c'est tout début juin. J'espère participer aussi à la réouverture d'une petite galerie dans le Marais Poitevin, la Grange de Camille. Je ne sais pas si peut-être que ça parle à certains. Et donc voilà, on avait pu réouvrir l'année dernière entre les deux confinements là, et ça avait bien marché du coup. Ça avait même très, très bien marché. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore il faut que je termine ma commande muséographique. Là, ça y est, là, c'est reparti à fond la caisse, parce que ça doit être présenté pour les Journées du patrimoine à la mi-septembre. Et puis, enfin, j'ai une grosse exposition qui avait été reportée l'année dernière au Temple de Choret, là, qui m'est entièrement consacrée. Donc, voilà. Donc, j'ai largement de quoi m'occuper. Et par rapport aux partenaires, pour moi, les partenaires, c'est le public, hein, comme pour vous d'ailleurs, je pense. Hein, voilà, c'est le public. Mon premier partenaire, c'est cela. Mais évidemment, le public, il dépend de l'ouverture des lieux d'exposition, des musées, des galeries, publiques ou privées, des médiathèques, etc. quoi. Et puis aussi, je dépends des services culturels des municipalités, et puis aussi, mais ça c'est très particulier, des éditeurs. Voilà. Agnès. Nous, normalement, on redémarre du vent dans les plumes, qui est un spectacle jeune public qui part du lac des Cygnes revisité, qu'on joue dans l'espace public pour le jeune public, mais qui là s'annule en fait au mois de mai. Voilà, on avait plein de dates au mois de mai. Il y en a qui sont maintenues parce qu'on a fait le pari de ce spectacle qui est déambulatoire. Les spectateurs se promènent de scène en scène. Évidemment, la déambulation pose problème. Donc, on a pris le pari que ce spectacle se passe sur un seul lieu, en réunissant tous les objets ou les mobiliers urbains dont on a besoin pour chaque scène. Donc ça, c'est un peu nouveau. Et puis après, ce qui est compliqué là, c'est vitrines en cours, le spectacle qu'on fait dans les vitrines de magasins, puisque il y a des dates là en septembre-octobre qui s'annulent, puisque forcément c'est un théâtre qui nous programme ou un festival, mais c'est forcément en collaboration avec les commerçants. Inutile de vous dire qu'en ce moment, les commerçants, ce qu'ils vont faire en septembre ou octobre, ils ne savent même pas sur le magasin. D'ailleurs, on ne sera pas fermé à cette époque-là. Donc là, du coup, il y a des dates qui s'annulent parce que les commerçants ont du mal à se projeter, ce qui est tout à fait entendable. Bon, après, c'est des dates probablement qui seront redécalées pour la troisième fois, pour la troisième saison. Après 21-22, mais surtout 22, c'est le nouveau spectacle qui est pour l'espace public, qui est une maison à ciel ouvert, qui va naître sur une place d'une ville ou d'un village au lever du soleil et qui va disparaître à la tombée de la nuit et qu'on retrouvera le lendemain un peu plus loin, soit un village voisin, même ville mais ailleurs, et il y aura ses habitants qui vivront, donc s'ils interprètent. Voilà, donc ça c'est un projet que j'ai déjà un peu expérimenté et qui va voir le jour en 22, donc pour l'instant pas d'encombrement pour ce qui le concerne. Et puis après la grande finale, qui est un spectacle de 2013 qu'on a remis au répertoire de la compagnie et qu'on a fait récemment, qu'on a travaillé récemment au Moulin du Roc et qui repart en tournée. Normalement les premières dates sont en août, mais elles sont majoritairement en octobre, novembre, décembre. Voilà. Et puis Panico Dancing. Voilà, oui. Panico Dancing, c'est tous les 2 ans, nous y sommes. C'est marrant parce que l'année dernière, quand je me disais, je le disais tout bas, évidemment, c'est une chance que notre festival soit en biennale,
nous ne serons pas confrontés à la décision d'annuler, et puis bon, un an après, c'est notre tour. Donc, et nous, on fait comme si ça allait avoir lieu, mais je crois que ça aura lieu. Alors, avec des choses va falloir se. De toute façon, c'est ça ou c'est rien. Eh bien, on s'est dit, c'est ça. Et ça peut être du genre un spectacle dans l'espace public programmé avec des barrières Vauban autour pour compter le public qui rentre. Et puis, voilà, au bout de tant de public, eh bien, les autres resteront dehors, agglutinés dehors autour des barrières Vauban, mais ne rentreront pas dans l'espace de jeu. Voilà, avec une grande question évidemment pour le Panic Olympique qui réunit à Niort particulièrement beaucoup de danseurs, jusqu'à 500 danseurs. Donc là, c'est un projet anti-Covid. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus anti-Covid. Donc voilà, peut-être qu'il n'aura pas lieu, mais en tout cas, Panic Dancing, on se dit que voilà, ça dansera. Je ne sais pas comment, mais ça dansera. Voilà. Nicolas Bonneau. Eh ben, sur des choses assez concrètes, alors comme Panic Dancing, c'est quand Panic Dancing déjà, Agnès? C'est quoi les dates? Octobre. 29 septembre ou 2 octobre. Voilà. Eh ben, nous, du coup, on a le festival Traverse qui est censé démarrer le 8 juin. Donc, on est un petit peu suspendu. L'an dernier, on a réussi à passer entre les gouttes et à le faire adapter. Donc là, il y a les annonces qui sont sorties aujourd'hui. Donc, on est en train on va décider, je pense, la semaine prochaine ou la semaine d'après, est-ce qu'on fait le festival ou pas? Réduction de jauge, est-ce que réduction de jauge, ça veut dire réduction de billetterie? Est-ce qu'on a des aides pour pouvoir combler cette réduction de billetterie? A priori, là, nous, on a un chapiteau de 400 places, donc on pourrait être à 100 spectateurs au lieu de 300 à peu près, ce qu'on estime en termes de billetterie. Donc, on va décider ça assez vite. On s'est donné presque jusque 15 jours avant le max. Donc, voilà, on a une journée professionnelle en plus avec pas mal de jeunes artistes qu'on aimerait soutenir. Donc, voilà, ça, c'est très concret. On va attendre de voir. Le festival Traverse, c'est ce qui a pris en Saint-Mexantais la suite de Compte en chemin et qui se tient dans plusieurs communes. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est après la suite de Comptes en chemin. Il est toujours sur les arts de la parole, mais un petit peu plus hybride. Et puis on a un chapiteau, du coup, qu'on n'a pas pu faire l'an dernier, mais on a un lieu fixe, un village, et puis on a quelques autres spectacles dans des communes. Voilà, très concrètement, c'est ça. Est-ce qu'on va faire le festival ou pas le faire? Ça va être la décision qu'on va prendre là, dans pas longtemps. Je pense qu'on va se faire un point lundi. Et puis, parce qu'il y a ça, mais par exemple, il y a le festival A chez nos copains de Partenay ils ont décidé d'annuler le festival il y a 2 jours, là, par exemple, parce que pour eux, c'était trop compliqué. Par exemple, juste le fait qu'il y ait plein de communes autour qui accueillent, donc là, et puis qu'il y ait plein de bénévoles, tous les process et tout, c'est compliqué à mettre en place. Nous, on a pas mal aussi de recettes avec la buvette, avec la restauration. Donc, et c'est la compagnie qui le porte, alors quand même très aidé. Enfin, c'est même un festival très subventionné par la communauté de communes du Val-de-Sèvres, mais c'est nous qui portons le risque financier, donc on ne peut pas en tant que compagnie non plus se mettre en danger trop. Il y a ça, la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, celle d'après, je dois jouer à Toire, normalement, mon spectacle Mes ancêtres les Gaulois. Donc ils avaient prévu de le faire en lycée, si jamais le théâtre n'était pas rouvert, donc je vais voir. Donc là, cette semaine qui vient, je vais quand même le répéter chez moi, dans mon bureau. Je vais changer des petits bouts de texte au cas où ça se ferait. Et c'est la même chose pour le festival d'Avignon, puisque j'ai décidé de le faire peut-être juste une semaine, Mes ancêtres les Gaulois, comme il a été très peu vu, le montrer un petit peu à Avignon. Donc là, c'est pareil, il y a des réunions qui vont venir parce qu'on parle de réduction de souvent, il y a 8 spectacles par jour dans une salle, on passera à 5 avec des aérations, avec des équipes qui ne doivent pas se croiser. Voilà. Donc, c'est tous ces contraintes-là. Finalement, on a appris une chose une chose qu'aime bien le capitalisme financier et le libéralisme, c'est l'adaptation. Voilà. On avait l'angoisse de s'adapter, de ne pas savoir où on allait. Là, aujourd'hui, on s'adapte et puis on fait avec. On ne sait pas ce qu'on va faire dans une semaine, quoi. Voilà, c'est un petit peu ça. Et puis, sinon, on prépare la saison prochaine, effectivement, en se disant que ça devrait aller, mais on n'est pas sûr non plus. 2 questions sont arrivées pendant qu'on discutait. Christian? Oui, la première, c'est pour Clovis, mais peut-être elle peut parler aussi aux autres. C'est est-ce que vous avez déjà répété en distanciel
est-ce que la technique suit? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on a des problèmes de serveur, de latence? Voilà. Est-ce qu'il y a un besoin qui émerge au travers de ces confinements sur une activité à distance? Alors moi, répétition en distanciel, non, ça, j'ai pas fait. Je pense qu'au niveau de la synchronisation, ça doit pas être simple. Je sais que j'ai vu plusieurs vidéos de groupes qui ont fait ça. Nous, on a fait quelques petites vidéos pendant le confinement avec. On a fait une petite scénette d'un des spectacles qu'on a fait en distanciel et qu'on a après avec un montage mis ensemble. Non, j'espère qu'il n'y a pas des besoins qui sont en train d'émerger parce on va essayer de continuer de se voir en vrai quand même. On préfère, c'est quand même nettement mieux. Et puis on a déjà la chance d'être dans cette ère technologique où on arrive quand même à être liés et à faire comme ce soir des réunions tous ensemble en étant à distance, même si on aurait préféré pouvoir se voir physiquement les uns les autres, mais on a quand même des outils qui sont déjà sacrément fonctionnels à l'heure actuelle. Donc non, pas de 5G, on n'en a pas besoin. Je pensais qu'on a fait une réunion internationale ce soir quand même à un moment. Oui, oui, oui. Ça tombe bien, je voulais parler du monde de la nuit qui, lui, est complètement oublié parce qu'il y a eu vraiment toute la question de la culture, des théâtres, etc. Et il y a vraiment un truc qui a été mis, mais alors complètement de côté, c'est le monde de la nuit et de tous les DJ, les discothèques, les clubs, etc. Et qui, eux, on n'en a absolument pas entendu parler. Et je pense qu'il y en a un paquet qui savent pas comment ça va pouvoir reprendre pour eux, même si ils annoncent que ça va reprendre un petit peu. Je pense que ça risque d'être compliqué pour beaucoup d'entre eux. Et donc, on a eu de la chance d'avoir un petit peu de club tout à l'heure pendant la réunion. Mais Nicolas, Agnès répétaient en distanciel. Alors Nicolas, c'est souvent un seul en scène, et puis Agnès, de la danse en distanciel, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. J'ose pas l'imaginer. Bon. En même temps, on serait tranquille pour partager l'espace. Là, on est sûr de ne pas se confronter sérieusement à un danseur. Mais non, mais non. Et non, on a besoin de vivant là, de vrai là. Et pour vous dire l'expérience qu'on a eue la semaine dernière de rejouer devant un public, et je crois qu'il y a une question qui a été posée dans ce sens-là, mais que c'est pas rien pour le spectateur de revenir dans une salle de spectacle. Et ça, je crois qu'il va falloir l'accompagner, que ça va pas être automatique. Et puis c'est pas rien non plus pour les comédiens, les danseurs, enfin les interprètes de rejouer aussi. Quelque chose comme ça qui est un peu, c'est comme si on savait plus, on sait, mais on sait faire, mais il y a quelque chose comme ça qui est étrange. Mais je pense aussi que c'est la disposition du public qui du coup est très espacée. On ne voit pas le visage du public. Mine de rien, c'est drôlement important, mais même en salle, dans l'espace public d'autant plus, mais même en salle, mine de rien, voir des visages, c'est drôlement important quand tu joues. Et puis après, c'est le public ne fait pas cœur, il ne fait pas corps, quoi. Il est trop espacé pour ça. Donc c'est un autre espace, c'est une autre manière de jouer, je pense. Et c'est une autre manière de regarder le spectacle pour les spectateurs. L'autre jour, je jouais au Buisson dans un. Il y a mon micro ou pas? Oui. Je jouais au Buisson dans un lycée et j'arrive. Donc, on avait aménagé une salle, une sorte de salle de classe avec le théâtre, voilà, pour 30 spectateurs, lycéens. C'était plutôt joli, sympa. Et j'arrive le matin et ils avaient mis des plexiglas entre la scène et les spectateurs. C'est-à-dire, je devais jouer derrière un mur de plexi. Donc là, on s'est dit avec la directrice, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Est-ce que le proviseur avait été les chercher lui-même à Limoges? Il y avait des angoisses, des pressions des parents. Moi, je me mets sur scène et je jouais avec mon propre reflet, c'est-à-dire je me voyais et je jouais avec moi-même, quoi. Donc, on a un petit VP sur un vidéoprojecteur sur scène, donc on s'est dit, bon, on va leur diffuser le spectacle, en fait, et on parlera après. On se retrouve dans des situations comme ça, extraits. Et finalement, bon, c'était pas si pire. Je l'ai fait, quoi, mais je me suis dit, mais en fait, c'était juste ridicule, quoi. Il y avait quelque chose de ridicule. En même temps, les élèves étaient là, donc je sortais par moments. Enfin, voilà, on arrive dans des situations totalement absurdes et à la limite, quand même. Là, on arrive à un moment donné, on va pas pouvoir faire beaucoup plus, quoi, que ça.
Alors, je pense que tous les deux, vous venez de répondre en partie à la dernière question qui a été posée là, mais vas-y, Christian. Mais je ne suis pas sûr qu'ils aient répondu. Mais peut-être que Alors, vas-y. Aïcha peut peut-être la formuler, puisque c'est elle qui l'a à nouveau proposée, puis ce sera plus explicatif peut-être de sa question. Oui, tout à fait. Vous avez apporté justement des premiers éléments de réponse que je voulais savoir dans quel état d'esprit vous parvenez à vous projeter dans les interactions et les liens que vous serez amenés à tisser avec vos publics. Donc j'entends déjà les publics scolaires. Et Agnès nous a bien rappelé la nécessité d'un accompagnement. Et donc j'aimerais donc adresser à Agnès la question suivante. Qui, selon vous, pourrait permettre justement cet accompagnement que vous semblez mentionner? Ben, je sais pas. Je n'ai pas réfléchi à la question, mais forcément, ça appartient un peu au théâtre. Au théâtre, c'est celui qui accueille. C'est le personnel du théâtre qui fait qu'à un moment donné, ça se passe un peu comme à la maison, enfin, la grande maison du théâtre public, au sens du partage. C'est peut-être aussi, je sais pas, moi j'aurais envie de commencer un spectacle en discutant comme ça avant, normal. Personne n'est dans son rôle et personne n'est, enfin, les spectateurs sont pas dans leur rôle de spectateurs. Nous, on n'est pas dans nos rôles de danseurs ou d'interprètes. On cause un peu, tout va bien se passer et on va se changer. Les gens deviennent spectateurs et on joue. Un espèce de, il faudrait que le rideau tombe, quoi. Voilà, on est là de nouveau, on est ensemble de nouveau. C'est aussi simple que ça et en même temps, il y a comme un mur à faire tomber. Je sais pas. C'est peut-être en même temps, c'est pour voir ce qu'en pense Daniel, parce que c'est peut-être assez différent pour lui par rapport. Il n'y a pas l'espace du plateau, il n'y a pas les lumières, il n'y a pas tout ça. Et peut-être que réduire la distance est peut-être plus facile pour quelqu'un comme Daniel qui est dans les arts plastiques. Oui, oui, sans doute, oui. D'ailleurs, même pendant le confinement, hein, les gens, certains l'ont fait d'ailleurs, ils pouvaient sonner dans mon atelier et puis pas de problème, on pouvait discuter, mais bon, c'était quand même relativement limité. Mais moi, là, j'ai vraiment confiance dans l'avenir par rapport au fait que le public revienne. En ce qui me concerne, je parle, enfin, en ce qui concerne les arts plastiques en règle générale. Euh, voilà, et parce que quelque part, on a manqué à ce public, vraiment, on leur a manqué. Et donc là, ils ont un besoin de partager, de rencontres, etc. Et donc, je pense que ça va bien se passer. Nicolas, Clovis, quelque chose à dire à ce sujet? J'ai l'impression que on a des rituels nouveaux à inventer, en tout cas, par rapport à ça, et que là, les quelques fois où j'ai pu rejouer, où on a pu rejouer aussi avec le festival, on voit qu'il y a des émotions fortes qui se créent, et on sait bien qu'on ne touche pas toute la population et que toute la population ne va pas au spectacle et qu'on n'est pas… voilà, et que cette utopie-là de toucher tout le monde par la culture, elle est toujours en recherche et toujours questionnée, mais on sent que quand ça revient, voilà, il y a quelque chose qui se lâche, qui se libère. Et oui, voilà, on a besoin de pouvoir échanger et de pouvoir vivre des émotions communes et collectives, quoi. Et donc, moi, je pense que ça va revenir simplement, naturellement, malgré… voilà, les rituels vont se remettre en place. C'est pas vraiment une question, là. Il y a plus une observation ou une demande, peut-être, hein, Christian, sortir les gens de la peur dans laquelle ils sont depuis un an. En fait, c'est presque une demande qu'on vous adresse. Est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez… on peut prendre 5 minutes s'il y a des questions que vous pouvez poser en direct. Tout simplement, faites-nous signe un peu avant pour ne pas parler tous à la fois. C'est vrai que par rapport à cette question-là, c'est vrai, est-ce que finalement, quand on va revenir dans les lieux de culture, est-ce qu'on va avoir envie de parler de cette période? C'est-à-dire, est-ce que les artistes vont en parler? Est-ce que les gens auront envie d'en parler ou d'en écouter? Ou est-ce qu'on va avoir envie d'autre chose, de fiction? Est-ce qu'on va avoir envie de sortir, de se soulager, de se libérer de ça? Ça va être intéressant de voir
Est-ce que les artistes s'en emparent? Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est juste une réaction? Est-ce que ça sera un peu profond, intéressant ou pas encore? Ça va être intéressant de voir comment est-ce que collectivement on va réagir par rapport à ce besoin-là d'en parler ou de pas en parler. Est-ce que c'est trop tôt, trop tard, tout ça? Pour répondre un petit peu peut-être à ça, enfin, du moins apporter un élément, dans le monde de l'édition, apparemment, les éditeurs ont reçu une quantité de manuscrits incroyable, puisque beaucoup de gens ont écrit pendant les confinements, mais ils ont reçu une grande quantité de manuscrits qui parlent soit d'épidémies, soit de catastrophes naturelles, soit, enfin, ou carrément du Covid. Et, euh, et apparemment, ils n'ont pas trop envie de sortir ça en priorité. C'est-à-dire que ces choses-là, ils les gardent un petit peu sous le coude, d'après ce que j'ai pu comprendre. D'abord parce qu'il y en a beaucoup et que ça s'entasse un peu sur ces thématiques-là. Et aussi parce que, du point de vue des éditeurs, hein, après, les gens ont plutôt envie de lire des choses qui les sortent de ça que des choses qui les ramènent à ça. Peut-être plus tard, il y aura un autre besoin, mais aujourd'hui, la tendance serait plutôt à vouloir en sortir. En tout cas, on a besoin d'un peu, sans doute, de métaphores et de recul. Là, moi, je suis en train de lire un livre d'une femme qui s'appelle Sandrine Collette, une auteure de polar de Morvan, je crois. Et ça a été écrit avant le confinement, mais ça parle de gens qui sont pris dans une épidémie liée à la mer, à l'océan, à des vagues. Et c'est tellement anxiogène que j'arrive pas à le lire parce que c'est trop en écho avec aujourd'hui et pourtant ça n'en parle pas du tout. Donc je pense qu'effectivement, voilà, les œuvres d'art vont nous y ramener de toute façon à ça et elles vont nous questionner. Bien. Est-ce que… Oui, Oui, vas-y, Daniel. oui, je voulais juste dire que pour moi, il y a deux émotions essentielles dans le monde. Il y a la peur et l'amour. Et que la peur, ça amène souvent finalement à des conflits. Donc les gens, ils recherchent plutôt l'amour, leur petite voix intérieure, me semble-t-il. Hein, voilà, mais voilà, leur intuition en fait. Et par rapport à ce que dit Daniel, moi, ce qui me fait peur, là, en vrai, aujourd'hui, c'est pas tant là l'épidémie, comment on va en sortir, parce qu'on va en sortir bien ou moins bien, mais c'est la politique. Qu'est-ce qui va se passer dans un an, parce qu'on a des élections présidentielles qui arrivent. Et moi, ce qui m'effraie, ce qui me fait peur, c'est comment l'extrême droite va pouvoir peut-être se servir de ce qui vient de se passer et de la peur. Peut-être utiliser les peurs. Ouais, ça, c'est une vraie angoisse. C'est ce dont je parle dans le spectacle Mes ancêtres les Gaulois, par exemple. On parle de ça, c'était avant l'épidémie, mais c'est une vraie angoisse, une vraie peur. Voilà. Là, les 1 an et demi qui arrivent, avec les élections, ben, ça va être flippant. Donc, peut-être encore plus que l'épidémie. Ouais. Il faut suivre la voie de l'amour. Bon, mais ça pourrait être un mot de la fin, ça. Suivre la loi de l'amour, c'est plutôt sympathique comme conclusion. Je vais vous remercier d'avoir participé d'abord. On essaiera de se croiser, je vous l'avais dit, dans les mois qui viennent. Et je vous remercie. Puis je vous remercie de votre patience aussi, parce qu'il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues. Sachez que ce qu'on vient de faire sera mis en ligne. On coupera le petit moment perturbé. Et si vous connaissez des gens qui ont été frustrés de ne pas pouvoir se reconnecter parce que on a exercé, enfin Christian a exercé sa censure, eh bien ils pourront revoir ce qu'ils n'ont pas vu en allant sur le site de l'Université populaire. Voilà, ce sera à disposition pour pouvoir consulter l'ensemble, mais notamment la deuxième partie pour ceux qui ne l'auront pas vu ou n'auront pas pu la voir. Seulement une partie.